Donne la parole. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Art Up. Les artistes sont sympas. Merci d'être présents sur cette émission, de nous regarder. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Et alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Eric Chazot. Bonjour Eric. Bonjour, Daniel. Ça va? Oui, je vais bien. Je vous Bon, pour remercie. commencer, pour les gens qui nous regardent ce soir, pouvez-vous vous présenter? Bon, je me présente. Donc, Daniel vous a dit, je m'appelle Éric Chazot. Alors, je suis un spécialiste du Népal. Je me suis passionné pour ce pays depuis, on peut dire mon jeune âge, hein, parce que je suis allé au Népal très jeune. Et j'ai eu l'impression d'arriver chez moi. Ce pays m'a fasciné et m'a beaucoup intéressé. Et moi, enfin, c'est pas l'alpinisme, monter à 8000 mètres d'altitude pour conquérir un sommet, ça m'intéresse absolument pas. Ce qui m'a fasciné dans ce pays, c'est sa culture. Sa culture, c'est les gens qui sont très souriants, très agréables à vivre, et évidemment les paysages, et leur façon de vivre, et surtout leur résilience, leur grande résilience. C'est pour ça qu'on a des livres qui s'appellent Himalaya, un amour de chaman. Voilà. Himalaya, Voilà. un amour de chaman. Donc, en fait, je me suis intéressé essentiellement au départ à l'art himalayen et donc népalais, puisque le Népal est un pays de l'Himalaya. Et en fait, il y avait beaucoup de recherches et de découvertes et d'expositions qui avaient trait à ce qu'on pourrait appeler l'art classique, c'est-à-dire les bronzes dorés, les sculptures de bois, de pierre, les peintures, en un mot, l'art des temples et des palais royaux. Et en fait, il y avait comme les ethnologues, les musées, les personnes ne s'intéressaient à une production qui est une production montagnarde des villages, alors que en fait cet art ressemble en certains points à l'art africain ou à l'art indonésien, et c'est comme si ça n'existait pas. Et donc je me suis senti un devoir de faire découvrir à l'Occident cet art qui, à mon avis, vaut la peine d'être observé, d'être étudié et d'être admiré. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'écrire? Alors l'envie d'écrire, elle vient pas du Népal, hein. L'envie d'écrire, elle remonte à très loin. Quand j'avais 10 ans, je faisais des petits romans policiers. Et puis j'ai toujours été, pour moi, l'idée d'écrire. Alors j'ai arrêté cette idée, mais l'idée d'écrire, c'était un peu une transgression de la mort, parce que les écrivains, il me semblait que ils étaient pas morts puisqu'on pouvait encore lire ce qu'ils avaient écrit. Ceci dit, en vieillissant, on s'aperçoit que ce sont que les livres qui survivent. Les écrivains, quand ils meurent, ils sont comme tout le monde, ils sont morts, hein. Donc, mais en tout cas, c'est une vocation très ancienne chez moi, et je me voyais pas, je voyais tout devant l'abondance de livres et la production qui est en France, je voyais vraiment pas ce que j'avais à rajouter en France. Et donc, quand j'ai découvert le Népal, c'était en 1973, j'ai aussi découvert un sujet qui était presque vierge, et enfin en tout cas en langue française, et donc m'a permis de travailler et puis de devenir écrivain, voilà. Alors justement, on a plusieurs ouvrages qui sont sur le plateau que Eric a eu le plaisir de ramener. Donc là, on a Himalaya, tome 1 et tome 2. Voilà, ce sont ce. Alors le titre, c'est- ça c'est Art and Shaman, Alors, art et pourquoi chamanisme. le titre Alors Parce ça, qu'en c'est le fait, tome 1. le tome 1, oui, Hein, c'est celui-là avec, celui-là. oui. C'est celui Donc, en fait, que je c'est présente à une l'écran. collection. Ce sont les grands marchands d'art, le couple Durand-Dessert, Liliane et Michel Durand-Dessert, qui ont collectionné l'art himalayen et en particulier l'art primitif que j'ai fait connaître. Et on s'est rencontrés assez longtemps après. Et ils avaient une collection de masques et de sculptures dites primitives ou tribales, et ils m'ont demandé de faire le texte du livre produit sur leur collection. Et eux, ils ont mis un petit mot, et surtout, donc le livre est co-signé Durand Dessert et Chazot, voilà.
Alors, y a-t-il un moment précis, un événement, une lecture fondatrice qui a permis d'écrire ces 2 volumes? Mais c'est pas un moment qui a duré, hein. J'ai eu la chance, j'ai décidé, comme ce pays m'avait fasciné, en 1975, j'ai décidé de m'installer au Népal. Et j'y ai vécu pendant 13 ans, de 1975 à 1988, ce qui m'a permis de rencontrer des gens, d'étudier, de traduire. Le premier ouvrage que j'ai fait, c'était la traduction de légendes népalaises. C'est un livre qui s'appelle Contes et légendes du Népal, que j'ai fait pour la première fois sur papier dit de riz. En fait, c'est papier fleur de Daphné, mais ça fait des très jolis petits livres avec un papier très rustique, très original. Et après, depuis, il y a eu 7 ou 8 éditions. Ça a été parce que c'est pratiquement le seul. Enfin, il en existe un ou deux autres, en tout cas celui-là, les faveurs du public. Et j'en ai vendu beaucoup. Alors aujourd'hui, vous venez surtout pour faire la promotion de Katmandou 69. Vous publiez donc aujourd'hui ce nouvel ouvrage. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'histoire et sur ce qui inspire la trame? Alors bon, donc je vais continuer un peu sur ma présentation. Donc j'ai fait des articles pour des revues comme Science et Avenir, comme Art Tribal, etc. sur l'art du Népal. Et je suis connu, bien sûr, c'est un public qui est très limité, c'est pas le grand public, hein, mais même outre-Atlantique, j'ai fait des expositions en Belgique, en Allemagne, à Hong Kong, aux États-Unis, enfin bon. Et donc j'ai acquis, disons, un nom grâce à ces expositions et ces articles et ces livres que j'ai faits sur l'art du Népal. Donc ce que vous voyez là, Himalaya, Art and Shaman, c'est sur l'art du Népal. Mais en fait, mon but n'était pas d'être un commentateur d'art, c'est vraiment de devenir un écrivain à part entière. Et donc parallèlement, j'ai écrit des romans, parfois un pseudonyme comme celui qui est là. Ah oui, C'est passage voilà, comme Passage La celui-ci. Tuile, qui est Voilà. le manifeste de l'hyporéalisme, qui est une sorte de jeu c'est un peu une plaisanterie par rapport au surréalisme. J'ai voulu faire l'inverse. Le surréalisme va vers le cosmos et puis explose complètement. L'hyporéalisme, il y a qu'un hyporéaliste, c'est moi, et j'ai écrit un roman où les protagonistes ont un nom qui est un anagramme de hyporéaliste. Et d'ailleurs, il est signé hypolitéral, et hypolitéral est un anagramme de l'hyporéaliste. Bon, on passe un peu là-dessus. Donc, j'ai fait aussi 2 romans historiques sur le Népal. Il y en a un qui s'appelle Lord of Kathmandu et qui est traduit en anglais. Enfin non, Le Seigneur de Kathmandu, il a été traduit en anglais Lord of Kathmandu. Et un autre qui s'appelle Himalaya, un amour de chaman. Et bon, ça parle spécifiquement du Népal et l'un a été publié par un éditeur népalais, l'autre par les éditions Elviso à Paris. Et j'ai fait aussi un livre qui s'appelle Tantra, théologie de l'amour et de la liberté, qui a été publié par les éditions du Rocher. J'ai aussi participé à la traduction d'un tantra, et c'est pas le tantra de Brigitte Lahaie, le tantra qui est un hédonisme où faire l'amour est un plaisir et tout. Non, c'est le tantra. En fait, réellement, c'est une recherche de la sagesse et de l'élimination. Enfin, on n'est pas là pour parler de ça, mais enfin, petit aparté quand même pour signaler que le vrai tantra, c'est pas exactement ce qu'on nous a présenté en France. Et donc là, j'ai fait plusieurs livres de poésie. Il y en a un qui s'appelle Voyage dans un cristal couleur de chair, l'autre qui s'appelle Chant du Yabium, il y en a un qui s'appelle Le bonheur est un UN plus loin possible, donc on entend l'inverse de ce qu'on lit, c'est-à-dire le bonheur est impossible, mais le bonheur est une possibilité impossible. Et puis un autre qui s'appelle Le Sanctuaire des Passions. Ça, c'est pour la poésie. Et comme j'ai vécu et que je suis arrivé au Népal par la route et que j'ai beaucoup voyagé dans ces époques-là, je suis allé en Turquie, en Syrie, en Irak, au Pakistan, etc. Comme c'était très facile à l'époque, tout était ouvert, on avait l'impression que ça allait durer tout le temps et on pouvait partir en stop, hein, carrément jusqu'en Inde et sans prendre, bon, bien sûr, il fallait quand même faire attention, mais
sans prendre de risques, comme c'est le cas maintenant. Et donc, j'ai vu beaucoup de choses et tout, j'ai discuté avec plein de gens, et j'ai vu une mouvance à l'époque qu'on appelait les freaks, les beatniks, les hippies, enfin, et parmi eux, il y avait beaucoup, en fait, de gens qui étaient simplement des gens en vacances, quoi, des étudiants, des professeurs et tout ce qu'on veut. Mais ça m'a inspiré parce que Katmandou a été longtemps associé à justement au mouvement hippie. C'était un peu le bout de la route. Bon, moi, ça n'a pas été mon point de vue. Je me suis vraiment intéressé à la culture et non pas à la culture du Népal, bien entendu. Et je me suis dit que ce serait intéressant d'écrire un roman sur cette époque parce que les Américains, par exemple, ont eu toute une littérature qui parle de ça, qui parle de ce mouvement, de ses voyages, etc. Il y a eu, enfin, on connaît Timothy Leary, on connaît différents auteurs, enfin voilà, Beroux, etc. Et je me suis décidé à écrire ce roman en me servant de ce que je savais, de mes lectures, de mes expériences, des histoires que j'ai entendues et des voyages que j'ai faits, où bien sûr j'ai vécu beaucoup d'aventures. Et j'ai donc fait un peu une synthèse, ou enfin voilà, j'ai écrit un roman qui a été inspiré par ça et qui s'appelle Katmandou 69. Bon, 69, en fait j'y suis allé en 73, mais le titre 69, on le comprend, c'est un peu une petite allusion érotique, hein, 69, l'année érotique. Donc on peut dire que ce roman, c'est un peu sexe, drogue and rock'n'roll. Et avec une morale à la fin, enfin qui, voilà, je vais pas vous dévoiler le sujet, mais c'est pas du tout du prosélytisme pour la drogue, bien au contraire. On va pas dévoiler le sujet. Bon, il va falloir que les téléspectateurs aillent l'acheter pour les fêtes de Noël. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est un très beau cadeau. C'est un beau Voilà. cadeau et vraiment non, ça se lit comme c'est un page turner. Hein. D'accord. Les amis qui l'ont lu me disent que quand on le commence, on a du mal à s'arrêter. Hein. D'accord. Comment se déroule ton processus d'écriture? Justement, ce livre montre, moi je voulais être écrivain et puis ce que j'écrivais, j'étais pas du tout content de ce que j'écrivais, etc. Et je me suis servi de mes voyages et j'ai écrit, j'ai jeté mes manuscrits sur les murs, je les ai déchirés, je les ai piétinés, j'étais très en colère contre moi et je suis allé très loin dans cette recherche à l'intérieur de soi vers une sorte d'inconscient qui est le moteur en fait de tout ce qu'on fait hein, finalement. Et je suis allé tellement loin que quand je suis revenu de mon voyage au Népal, je me suis retrouvé à l'hôpital psychiatrique. Enfin, j'y suis resté 3 jours, hein, c'était pas un gros drame, mais enfin pour dire que j'ai poussé l'expérience et la recherche très très loin, jusqu'aux limites de la folie. Moi, je considère que j'étais pas fou, mais enfin j'étais assez excentrique à l'époque. Et c'est dans ce contact avec l'inconscient que j'ai trouvé l'inspiration et c'est en fait c'est la difficulté, c'est de relier son cerveau ou sa pensée à sa main, parce que on pense et tout le monde pense, donc tout le monde est censé pouvoir écrire. Mais en fait, entre le cerveau et la main, il y a une grande distance et relier les deux. C'est la chose la plus difficile. Et c'est un peu ce que je raconte, comment j'ai relié ma pensée à ma main. As-tu des rituels d'écriture? Non, Non. moi je marche à l'inspiration. Il y a des gens qui s'assiedent, moi si je suis pas inspiré de toute façon, où je m'assieds, mais moi c'est une voix qui parle en moi. Et si la voix n'est pas là, le texte n'est pas bon. Il faut que la voix, il y a une espèce de musique, une sorte de voix qui s'agite dans ma tête. Et si elle est là, bon après il y a des corrections. Hein, l'écriture c'est un long travail, c'est pas un jaillissement comme ça, on balance et puis Est-ce que justement il y a des auteurs qui t'inspirent ou qui t'influencent pour écrire? Oui, vous savez, presque tous les auteurs, hein, tous les auteurs ont leur intérêt. C'est ça qui est formidable, hein, c'est que c'est presque, enfin, quand on est auteur, c'est presque anonyme. C'est comme si on était transpercé par une volonté étrangère ou par une pensée étrangère. On est un peu un médium. On n'a pas l'impression qu'on crée soi-même. On a l'impression qu'on permet à une création qui existe d'exister, enfin qui nous domine et on lui permet de vivre, de se transformer en mots et d'accoucher sous forme d'un roman. Donc il y a une espèce de côté anonyme de tous les écrivains.
c'est pas Éric Chazot d'une certaine façon qui écrit, c'est une sorte de Éric Chazot est traversé par une pensée, par une présence, par une musique parce que bon l'écriture c'est une musique aussi, c'est pas seulement le sens hein, il y a aussi le son et c'est le mariage entre le sens et le son qui fait que l'écriture est bonne ou pas. Ben justement, en parlant de mariage, comment vis-tu la relation avec tes lecteurs? C'est la grande difficulté, c'est qu'on ne se rend pas compte. Enfin, maintenant, avec les médias actuels, bon, moi j'ai une page Facebook et donc j'ai des petits retours, je publie des poèmes sur Facebook et j'ai des petits. Mais c'est ça la grande difficulté, c'est que on écrit un livre ou on écrit un article. Ou alors il fut une époque dans les années 30 où les lecteurs écrivaient aux écrivains à travers les maisons d'édition et les écrivains recevaient du courrier d'admiration ou parfois d'insultes des lecteurs ou d'encouragement, etc. Mais maintenant, il se passe plus rien. On peut écrire n'importe quoi, on a l'impression, mais il n'y a pas de retour en fait. Donc on ne sait pas. C'est comme si on lâchait une pierre au sommet d'un grand puits et la pierre tombe, mais on n'entend même pas le plouc qu'elle fait en arrivant dans l'eau. Donc c'est un silence assez effrayant parce que c'est vraiment la bouteille jetée à la mer et qui le lit, les lecteurs ce qu'ils éprouvent, mais on n'en sait rien en fait. Sauf, je vous dis maintenant, grâce aux médias actuels, à Internet, etc. Il y a des petits retours, il y a des et donc ça c'est intéressant. Alors évidemment, quand on fait une signature, mais les gens ils viennent, ils achètent le livre, on le signe, mais on ne sait pas ce qu'ils vont éprouver après. Ils aiment pas. À part des amis, mais si un ami vous dit que c'est génial, ça n'a pas la même valeur que si un étranger vous dit que c'est génial ou la famille, parce que évidemment, bon, de façon générale, ils vont toujours vous encourager. Donc ça ne veut pas dire grand-chose. Travailles-tu déjà sur un prochain livre? Oui, j'ai deux livres là qui sont pratiquement finis. Il y en a un qui est un recueil de poésie où il y a 150 poèmes. Bon, en général, j'en enlève 10, 15 ou 20, donc il va peut-être en rester 130 ou quelque chose comme ça, qui va s'appeler À l'inconnu derrière la page. Et j'ai un roman qui est pratiquement achevé, qui traite, enfin c'est pas, bon, disons que le thème général, le thème sous-jacent, c'est l'amnésie. Qu'est-ce qui reste de la personne quand cette personne n'a plus sa mémoire? Est-ce que qui est là, qui est présent, et c'est un peu pour montrer qu'on est des êtres de mémoire finalement, et c'est ce qui est troublant avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on a l'impression de dialoguer avec une véritable personne, mais cette personne n'a qu'une chose, c'est la mémoire. Et donc qu'est-ce qui reste quand on n'a pas la mémoire? Et ce livre s'appelle L'amour n'est rien qu'un Père Noël. Est sorti, prévu pour 2026? Je sais pas encore. Voilà, Ouais. je peaufine. Toujours chez les mêmes Non, à éditeurs? chaque fois, moi, j'écris jamais sur commande. Hein. Ah d'accord, J'écris des livres et après, je cherche un éditeur. d'accord. Parce que C'est pas bon, trop compliqué? c'est très difficile de Ouais, publier. Oui, ouais. c'est difficile. C'est pour ça que je change d'éditeur très souvent. Moi, je pense qu'il se présente, on me publie, bon, je publie, voilà. Mais c'est pas évident maintenant. Il y a tellement de gens qui écrivent des livres, il y a tellement que c'est très difficile de trouver un éditeur. On n'imagine pas par exemple, celui-là, je l'ai écrit il y a 15 ans quand même. Hein, D'accord. Et il vient de sortir il y a 1469, combien et de il vient de temps? sortir maintenant. Le roman qui s'appelle Le Seigneur de Katmandou, je l'avais commencé en 1979, il est sorti en 2020. Donc c'est un long, le temps de l'écriture, c'est un temps très long, Ouais. très très long. Et après, le temps de l'édition est un long chemin Et également. voilà, Hein? exactement. Mais j'ai pas dit, une Ouais. fois que c'est accepté, il y a encore énormément de travail, énormément de temps d'attente et voilà. Mais bon, c'est l'écriture, c'est un temps très long. C'est pas l'immédiateté de notre société où on veut tout de suite. Y aura-t-il prochainement des salons, Normalement, des, des salons ou des foires pour des dédicaces? j'ai pas encore beaucoup un programme très établi là-dessus, mais je sais que je devrais aller à Anglo faire une signature. C'est dans le Nord. Et mon éditeur est du Nord, hein, il D'accord. est près de la chapelle d'Armentières. Et là, je dois aller faire une signature en Anglo, mais il y en aura sûrement d'autres, mais j'ai pas la liste. Je commence Oui, oui, seulement puis le après, il y en aura d'autres processus. sur 2026. Voilà, oui, c'est Voilà. ça, oui, voilà. Mais c'est un processus bon, qui se met en route, parce qu'il vient de sortir il y a une dizaine de jours. Hein. Hmm.
Donc Bon, voilà. alors voilà, pour les fêtes de Noël, eh bien, vous pouvez vous offrir Katmandou 69 Eric Chazot. Donc, Voilà. un détail, vous pouvez le commander à l'éditeur, c'est M comme Marcel, V comme Victor et O comme Oscar, MVO édition au pluriel. Mais je vous conseille de le commander en librairie et de bien dire à votre libraire que il ne paiera pas le port. Alors qu'en fait, vous, si vous le commandez à l'éditeur, vous allez payer le port. Donc, mais il y a des libraires qui sont qui sont un peu frileux et qui ont peur de payer le port et qui hésitent à le commander. Vous leur direz bien que il n'y a pas de port pour l'éditeur. Le prix est de 20 euros. Voilà, c'est pas cher. Franchement, pour les fêtes de Noël, c'est pas cher du tout. Oui, ça en vaut la peine, hein. Exactement. Parce qu'il y a il y a du road movie, il y a de l'aventure, il y a du sentiment, il Et y a celui-ci, énormément de et choses, hein. celui-ci, on le trouve encore? Oui, il faut là, en revanche, c'est pareil, on peut le Ouais, commander on en peut le commander, ouais. librairie. Ouais. Alors là, vraiment, c'est un roman totalement excessif, hein. Les lecteurs vont être très surpris. J'ai Oui, bon, voulu, alors là, c'est un roman que tu as écrit. Alors, je reçois l'auteur Eric Chazot, mais là, pour le coup, tu l'as écrit sur le nom de Hippolyte Héral, Héral. Hippolyte Héral, qui Et est pourquoi Hippolyte un Héral? anagramme de l'hyporéaliste. Et hypo littéral, D'accord, ça veut dire sous-littéral. d'accord. Et Donc, il n'y a pas beaucoup de gens, du coup, qui savent que c'est toi qui non, l'as voilà, écrit. c'est ça. Non, 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 Voilà. non. Et c'est Bon, vrai ben que voilà, pour les fêtes de Noël aussi, on peut se oui, l'acheter. alors là, il faut le Il commander. faut le C'est pas commander. le même éditeur, c'est les éditions Atramenta. Il est sorti quand, celui-ci? Il y a déjà, Il y a quelques années. oui, Ouais, 5 ou 6 ans. d'accord. Voilà. Bon, ben voilà. On a fait le tour un peu de... Non, un livre qu'on peut Et aussi puis alors, offrir. il y a également celui-ci, qui est Tantra, que on peut également prendre pour les fêtes de Noël. Alors ça, c'est un très beau livre avec de Voilà. magnifiques photos. Je vais juste l'ouvrir là pour qu'on ait une petite idée de ces magnifiques photos faites par François Guéné, qui est un photographe formidable. C'est un grand reporter qui a travaillé beaucoup pour Science et Avenir, pour Ah oui, il y a des belles différents. photos à l'intérieur, ouais, Ah, il y a des effectivement. magnifiques photos, hein. Ouais. Donc c'est Alors ça, voilà. c'est aux éditions du Rocher, hein, C'est c'est les ça, ouais. éditions du Rocher. Alors, Ouais. je recommande aux lecteurs qui voudraient l'acheter. Bon, il vaut 49 euros en librairie. Mm. Moi, j'ai une page Facebook qui s'appelle Eric Chazot. Si vous venez sur ma page Facebook, vous m'envoyez un message par Messenger et je vous ferai un prix réellement extrêmement amical. Eh ben merci, Eric. Voilà. Spécialement pour la radio qui me reçoit, puisque vous Bon, m'écoutez ici. donc, du coup, on peut te retrouver sur Facebook, Oui, Eric voilà. Chazot, Eric Chazot. Alors, j'ai 2 pages. Instagram, Non, je non, fais pas beaucoup. Je suis pas très. Je trouve que pas c'est trop. trop, pas trop réseaux sociaux, Pas tellement, non. pas Mais je tellement. trouve que Instagram c'est trop rapide. Moi, Ouais, j'ai besoin d'un tout petit peu de durée quand même d'accord. pour m'exprimer. Voilà. Ah bah Et voilà. Au moins, ça, c'est des beaux cadeaux à faire pour Noël. ça, c'est un très beau livre. Voilà, Et ça, puis c'est un très beau surtout, livre. ça explique vraiment ce qu'est le tantra, qui n'est pas du tout ce nous a servi en France, le tantra, qui est en fait ce qu'on appelle en France le tantra. En général, c'est une version ressucée du Kama Sutra, qui n'est pas la même chose, qui est la sexualité pour le divertissement, pour le plaisir, pour l'agrément. Tandis que le tantra, il y a de la sexualité dans les pratiques, mais le but n'est pas du tout le plaisir, les réjouissances, etc. Le but, c'est carrément l'illumination, d'atteindre le nirvana. Donc c'est beaucoup plus une ascèse que ce qu'on peut imaginer. C'est pas la sexualité, voilà, débridée. C'est pas du tout ça. C'est presque l'inverse en fait. Donc c'est ce que j'explique dans ce livre. Voilà. Eh bien, des beaux cadeaux pour les fêtes de Noël. Si vous n'avez pas d'idées, en regardant cette émission et en recevant Eric Chazot, eh bien voilà, voilà des idées cadeaux que vous pouvez avoir pour Noël. Voilà. Merci beaucoup, Eric, d'être passé sur le plateau d'Artop. Ben merci de m'avoir reçu et de m'avoir invité. Ah ben, c'était un plaisir. C'était un plaisir. Et puis, on se dit à très bientôt. Très bien. Voilà. Merci. Merci. Et nous, on se dit à la semaine prochaine avec d'autres invités, bien entendu. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis bye bye.